Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de revenir après une pause plus longue que prévu. Pour le prochain épisode, comme d'habitude, on commence par un vote. Je vous propose de voter entre The Island de Michael Bay ou Strange Days de Catherine Bigelow. En 2007, Zack Snyder sort du succès de 300 et cherche son futur projet. Il retombe sur un de ses scénarios abandonnés, vieux d'une dizaine d'années, qu'il trouve relativement peu intéressant, mais dans lequel une séquence le marque. Elle tourne autour d'une femme menacée qui danse pour survivre. Cet aspect quelque part entre le désespoir et la séduction, le mélange entre numéro musical et pulsion de mort, ces idées germent dans l'esprit du cinéaste qui commence à travailler sur un scénario totalement remanié. Il va cependant mettre cette histoire de côté pendant près de 3 ans afin de se consacrer totalement à l'adaptation du classique Watchmen, signé Alan Moore et Dave Gibbons. Le film ne sera clairement pas l'immense succès box-office espéré. Cependant, la Warner est fière du résultat et soutient à 100% la vision du réalisateur. Fort de cette entente, Zack Snyder reprend fin 2009 l'écriture de son projet fou. Il le perfectionne avec l'aide de son ancien camarade d'études, Steve Shibuya. D'après ses propres termes, le projet serait un Alice au pays des merveilles avec des mitraillettes. Après avoir travaillé sur un remake et 2 adaptations, Zack Snyder voyait Sucker Punch comme une œuvre plus personnelle et donc plus importante, son tout premier scénario original. Bien évidemment, cela ne l'empêche pas d'utiliser de très nombreuses références pour guider son projet. Une des premières sources d'inspiration serait le magazine Heavy Metal, qui publie des bandes dessinées de science-fiction et de fantasy. La publication s'est fondée en partie sur la traduction d'œuvres publiées en France dans la revue culte Métal Hurlant, mais aussi sur des histoires inédites. Dans l'ensemble, comme pour Métal Hurlant, on y retrouve ce style radical, outrancier et visuellement fou. Sucker Punch s'inspirera également beaucoup du jeu vidéo, dans des styles aussi radicalement opposés que Call of Duty ou Final Fantasy. Côté cinéma, on peut évidemment voir la trace de Peter Jackson, notamment dans le design des orques, qui sont quasiment copiés-collés du Seigneur des Anneaux. Snyder cite également le Moulin Rouge de Baz Luhrmann parmi ses inspirations principales, évidemment pour l'aspect musical du film et là encore son esthétique outrancière et jusqu'au boutiste. La phase d'écriture va se faire très rapidement. Zack Snyder et Steve Shibuya ont eu plusieurs années pour parler régulièrement de cette histoire et tout semble aller pour le mieux. L'ambition du réalisateur est claire, il souhaite s'affranchir de toutes les limites possibles pour créer un immense blockbuster sur l'imaginaire. Il déclare en interview « La question principale, c'est comment est-ce que je vais faire un film avec des scènes d'action qui ne sont pas limitées par les réalités physiques, mais quand même avec une histoire qui est logique. Sans être méchant, je ne veux pas faire une connerie comme Ultraviolet ou ce genre de film. » Une fois l'écriture bouclée, la Warner valide le projet pour un budget de 82 millions de dollars. On est certes assez loin des 130 millions dont il disposait pour Watchmen, mais le chiffre reste élevé pour un scénario original qui ne repose sur aucune franchise connue. Commence alors la phase de casting. Pour le rôle de Baby Doll, le cinéaste pense d'abord à Amanda Seyfried, qui refuse car elle est trop occupée sur la série Big Love pour HBO. C'est donc Emily Browning qui récupère le rôle. Et pour l'anecdote, elle pensait à cette époque-là abandonner totalement sa carrière d'actrice avant d'apprendre qu'elle avait obtenu le rôle. On l'a retrouvée plus récemment dans la série American Gods avec un personnage trouble et ambigu qui correspond très bien à son jeu singulier. Commence alors le bal des actrices pour tous les rôles féminins. Mia Wasikowska, Evan Rachel Wood, Freda Pinto, toutes se voient proposer un des rôles principaux. Problème d'emploi du temps, refus catégorique, qu'importe la raison, aucune ne figurera au casting final. Notons également que Brie Larson a auditionné pour le film, mais n'a pas été retenue à l'époque. Si elle n'était pas le premier choix pour incarner Blondie, Vanessa Hudgens accepte le rôle avec plaisir, car elle cherche à ce moment-là à casser l'étiquette Disney qu'elle peine à faire oublier. Pour le rôle du Dr Gorski, Zack Snyder pense tout d'abord à Angelina Jolie. L'actrice ayant refusé, il se tourne vers Carla Gugino, grande habituée de sa filmographie. Une fois tout ce beau monde confirmé à bord du projet, les actrices principales commencent une lourde phase de préparation. Mis à part Vanessa Hudgens qui est occupée sur le tournage de Beastly, toutes les actrices suivront 3 mois d'entraînement ultra intensif pour préparer les séquences de combat à partir du mois de juin 2009. Mis à part le week-end, elles s'entraînent 6 heures par jour aux arts martiaux et au combat. Les actrices suivent également un programme de musculation très chargé, avec pour objectif de porter des poids de 110 kg. Enfin, elles suivent également des cours de pole dance pour les préparer aux séquences musicales.
Pour les combats du film, Snyder fait appel à Damon Caro, qui a notamment travaillé sur la saga Jason Bourne. Son objectif est simple. Même si les héroïnes se battent contre un dragon ou des créatures fantastiques, le cinéaste veut que le spectateur puisse ressentir les coups. La brutalité de l'action doit rester la plus tangible et réaliste possible, qu'importe à quel point l'univers peut sembler hors du commun. Le tournage se déroulera essentiellement entre Vancouver et Toronto. Il démarre en septembre 2009 et s'achève à la fin du mois de janvier 2010. Fidèle à son habitude, Zack Snyder attache un soin tout particulier à l'esthétique et va souvent épuiser ses équipes pour obtenir le plan qu'il désire. Exemple tout bête, pour obtenir ce plan du pistolet qui rebondit en tout début de film, celui-là. Rien que pour ça, le cinéaste exigera plus de 60 prises. Pour la séquence d'action dans le train, Zack Snyder voit là encore les choses en grand. Il veut mettre en place un long faux plan séquence en utilisant les avantages du numérique pour dissimuler les coupes. Si la technique est d'une grande banalité aujourd'hui, peut-être même déjà trop éculée et utilisée gratuitement ces derniers temps, il s'agissait d'une prouesse technique en 2009. D'après les propres dires du cinéaste, la séquence finale telle que montée dans le film raccorde plus de 120 prises au total. Et si la tentative avait de quoi impressionner en 2009, elle fait clairement partie de ce qui a le plus mal vieilli avec le temps. Les raccords sont criards, les effets grossiers, et surtout, on se retrouve avec une lisibilité plus que discutable qui gâche totalement l'immersion du spectacle. Pour la minute clin d'œil, Zack Snyder a toujours avoué que John Boorman était son réalisateur préféré. Et son film préféré de Boorman, c'est le cultissime Excalibur, dont on parlera évidemment sur la chaîne à un moment donné. Pour la séquence de combat avec le dragon, Snyder va donc recopier subtilement le design des armures d'Excalibur chez l'armée ennemie. Alors certes, l'anecdote n'apporte pas grand chose pour l'analyse du film, mais je la trouve juste intéressante, et puis comme j'adore le cinéma de John Boorman, c'était une façon de caser ce film. Pour coller à l'esthétique sombre et grotesque du film, les personnages principaux sont maquillés de façon outrancière. Cela entraîne, là encore, un tournage long et laborieux. D'après l'actrice Carla Gugino, toutes les actrices passaient au moins 2 à 3 heures au maquillage chaque matin. Même Oscar Isaac a confié n'avoir jamais passé autant de temps à se faire maquiller de toute sa carrière. En résulte des personnages aux allures spectrales qui collent parfaitement à l'univers inquiétant du film. Du côté des effets spéciaux, Zack Snyder fait appel à l'entreprise australienne Animal Logic, avec qui il avait déjà collaboré pour 300 ou Le Royaume de Gaoul. Il y aura plus de 75 spécialistes de chez Animal Logic qui vont travailler sur le projet. En complément, Moving Picture Company s'occupera de 120 plans d'effets numériques. Effet Avatar oblige, la Warner annonce en pleine post-production que Sucker Punch sortira également dans une version convertie en 3D. Les équipes techniques investissent des semaines de travail et beaucoup de moyens dans cette conversion coûteuse, mais le résultat final sera si décevant que la sortie 3D est annulée. Une perspective qui ne va pas forcément ravir la Warner, puisqu'en plein boom de la 3D, ce format permettait d'attirer un certain public, le tout avec des séances bien plus coûteuses. Lorsque le film est envoyé à la MPAA pour obtenir une certification, les problèmes débutent réellement pour Sucker Punch. Afin d'éviter la classification R, qui refroidit souvent les gros studios sur des projets à gros budget, Zack Snyder se voit contraint de couper de nombreuses séquences liées à la violence et particulièrement aux violences sexuelles. Il racontera plus tard « La version PG-13 était difficile pour moi. Je dirais que les scènes qu'il n'aimait pas étaient exactement celles qu'il fallait montrer pour comprendre le propos du film, comprendre ce qu'on est censé ressentir. How about something a little more commercial? » Parmi les séquences particulièrement coupées au montage, on peut citer celle lors de laquelle Baby Doll s'offre volontairement au High Roller. Une séquence qui ne contenait aucune nudité, mais qui pose problème à la MPAA. Ce changement dérange particulièrement le cinéaste, mais également l'actrice principale, Emily Browning, qui voyait ce moment comme une véritable prise de pouvoir de son personnage. Elle déclarera en interview « J'avais une scène très fine et douce avec Jon Hamm. Je pensais que c'était génial de voir cette jeune héroïne prendre le contrôle de sa sexualité. Mais la MPAA n'aime pas ça. Ils pensent qu'une femme ne devrait jamais avoir le contrôle parce qu'ils ont une mentalité préhistorique. » Une déclaration qui entraînera évidemment un certain scandale médiatique et de nombreux débats. Bien plus tard, le film sortira dans une version longue classée R en Blu-ray, censée correspondre au premier montage envoyé à la MPAA.
Zack Snyder a cependant confirmé qu'une autre Director's Cut, plus longue et qui explore plus en détail la psychologie des personnages, existe. Ce qui vient évidemment ajouter Sucker Punch à la liste infinie des films de Zack Snyder ayant été découpés, remontés et très souvent présentés au public dans une version qui ne correspond pas totalement, voire pas du tout, à la vision du cinéaste. Alors que la campagne de marketing démarrait, une chose fut rapidement limpide. La Warner n'avait aucune idée de comment vendre ce film. Les premières images montrées au Comic-Con 2010 se concentraient essentiellement sur l'aspect spectaculaire et sur la bande originale, mais les bandes annonces suivantes donneraient chacune une vision très différente du film. Plus particulièrement, le marketing hésitait entre assumer de vendre le film à un public purement masculin pour les mauvaises raisons, ou vendre Sucker Punch comme une vraie prise de pouvoir féminine. Snyder, de son côté, a toujours assumé vouloir faire une critique virulente du sexisme dominant dans la pop culture. Mais ça n'était clairement pas évident d'après certaines promotions. It's a movie about genre. You know, like I was asked at the time, like, why did you dress the girls like that? And I always go, I didn't dress them like that, you did. Et pour le coup, difficile de blâmer uniquement le marketing. À revoir le film, le message est peut-être évident dans le propos, mais du côté de la mise en scène, il est souvent contradictoire. Et à lire les avis de certains défenseurs du film, on peut totalement l'apprécier pour les mauvaises raisons. Le 25 mars 2011, Sucker Punch sort enfin au cinéma. Et c'est un désastre du côté de la presse nord-américaine. Le film récolte une moyenne catastrophique de 22% à peine sur Rotten Tomatoes pour un cumul de 218 critiques professionnelles. Le Orlando Sentinel décrit un film sans érotisme et sans frisson qui se veut être un thriller sensuel grisant. Le critique Mark Kermode décrit de son côté le film le plus barbant, infantile, crasse, adolescent, stupide et chauvin qu'il ait vu depuis des années. Même Quentin Tarantino placera Sucker Punch dans les 8 pires films de 2011, aux côtés de Paranormal Activity 3 ou encore Potiche de François Ozon. Excusez-le, il est un peu rude, il est communiste. C'est typique. Allez, tais-toi un peu. Côté box-office, ça ne sera pas mieux. Aux États-Unis, le film sortira le même jour que Journal d'un dégonflé, Roderick fait sa loi, et même si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, eh bien il fera mieux que Sucker Punch au box-office local. Sucker Punch va terminer sa course américaine avec à peine 36,3 millions de recettes, un score désastreux compte tenu de son budget. On rappelle, c'est avant tout le box-office national qui compte à Hollywood. Et même si l'accueil presse et box-office international sera meilleur, avec notamment 53,4 millions de recettes, le résultat reste un échec cinglant pour Zack Snyder. De quoi pousser le cinéaste à retourner de longues années vers les adaptations, loin de ses envies d'histoire originale. Comme souvent avec le cinéaste, un groupe de fans se formera cependant autour de l'œuvre et on trouvera systématiquement une communauté de passionnés pour qui Sucker Punch est un film culte. Et là encore, c'est d'autant plus vrai à l'international, particulièrement en France, alors qu'aux États-Unis, le film reste globalement une des œuvres les plus mal aimées de son réalisateur. Vient alors le moment de la vidéo où je vais forcément m'attirer les foudres d'une partie des spectateurs et spectatrices. Sucker Punch, qu'est-ce que ça vaut ? Je l'annonce d'entrée de jeu, je suis très loin d'être un fan de Zack Snyder. Si j'ai eu une vraie passion en étant adolescent pour son cinéma, plus les années passent et plus les gros problèmes d'écriture de la plupart de ses films et ses excès de style, pas souvent du meilleur goût, me sautent aux yeux et me gâchent le plaisir. Et c'est à peu près vrai pour Sucker Punch. J'étais lycéen quand je l'ai découvert au cinéma, et à l'époque, c'est tout ce que je rêvais de voir sur grand écran. Des héroïnes badass, un dragon, des zombies, une histoire alambiquée avec plusieurs niveaux de réalité, une bande originale ultra rock, bref, le délire pop culture absolu pour un ado. Entre-temps, j'ai revu le film. Et en le revoyant, là encore, l'écriture complètement absurde m'a sauté au visage. Tout est artificiel. La pseudo-profondeur du message manque de subtilité à un point inimaginable, la volonté de faire une histoire complexe s'effondre totalement, et je reste persuadé que Snyder est loin d'être le mieux placé pour s'attaquer à des thématiques sociales qui demandent un minimum de finesse. Un peu comme Michael Bay qui voulait faire sa grande fresque hollywoodienne, historique et romantique avec Pearl Harbor, Snyder qui donne sa vision du féminisme, eh bien c'est un long métrage qui se pense souvent bien plus malin qu'il ne l'est réellement.
Et je pense que le fait d'avoir porté au nu Snyder bien trop tôt dès ses premiers films n'a pas aidé. On sent, en regardant Sucker Punch, qu'il a l'impression que tout ce qu'il fait est absolument génial et qu'il manque de recul. Et pourtant, de tous les Snyder qui ont bercé mon adolescence, c'est pour celui-là que je garde le plus d'affection. Probablement pour cet aspect musical qui colle si bien à son style de mise en scène. Vous le savez sûrement, Zack Snyder vient à la base de la publicité et des clips, et ça se sent dans sa volonté d'iconiser chaque seconde à l'écran. Cette obsession esthétique est rapidement malvenue si elle ne colle pas avec le projet global. Mais avec Sucker Punch, on se retrouve face à une sorte de clip géant ponctué de quelques dialogues. Les chansons utilisées traduisent très littéralement les émotions des personnages, et on découvre alors une sorte d'abstraction visuelle qui prend son sens par la musique. Et bien que ça ne soit pas totalement volontaire, cet aveu d'échec inconscient sur le fait de ne pas savoir raconter une histoire correctement permet à Sucker Punch de concentrer tout ce que Snyder fait de mieux, créer de belles images. Des images parfois décousues, inégales, mais capables de véritables éclairs de génie. Sérieusement, la séquence d'ouverture fait probablement partie de ce que Snyder a fait de mieux dans toute sa carrière. Et puis je trouve Sucker Punch passionnant pour ce qu'il incarne. C'est le début de la polarisation autour du cinéaste. À ce moment-là, tout le monde voyait en lui une sorte de nouvel auteur ultra populaire. Un peu comme Christopher Nolan, un cinéaste qui pourrait imposer sa vision tout en mettant tout le monde d'accord. L'Armée des Morts avait été une excellente surprise, 300 un carton colossal, et sans être un blockbuster historique, Watchmen avait reçu un accueil critique très enthousiaste. Avec Sucker Punch, c'est le début de la rupture. Le moment où tout le monde a compris que son style était bien trop marqué pour fédérer tout le monde, qu'il y aurait désormais les pros et les anti-Snyder. Les débats sur les versions longues, la Director's Cut, tout cela a réellement explosé à partir de ce film-là, quand bien même la version longue de Watchmen avait déjà créé un certain débat. Et puis Sucker Punch a mis en avant une question qui aurait déjà dû être fondamentale dès 300, la question des inspirations du cinéaste. Parmi les critiques négatives adressées au film, il y a souvent le fait que ces inspirations sont intégrées de façon trop littérale. Snyder veut rendre hommage aux jeux vidéo, il va copier-coller des niveaux ou des cinématiques des jeux auxquels il joue. Snyder veut rendre hommage aux films de sabre et à l'animation japonaise, il va nous mettre des robots samouraïs et des mechas. Tout est ultra littéral. À l'image de cette bande originale qui nous passe subtilement Where is my mind pour signifier que l'héroïne est tourmentée, perdue dans son esprit et sa psyché. Et pourtant, on aurait dû s'en rendre compte beaucoup plus tôt. 300 était déjà un décalque, planche par planche, de l'œuvre de Frank Miller et Lynn Varley. Idem pour Watchmen, qui reproduit quasiment toutes les cases créées par Moore et Gibbons. Là où beaucoup ont salué des adaptations d'œuvres jugées impossibles, Snyder n'a jamais adapté, il a copié. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, mais très littérale. Il a transposé ses inspirations telles quelles sur grand écran. Ce qui a permis pendant un temps de dissimuler son incapacité à raconter correctement une histoire. Forcément, en copiant aussi fidèlement des œuvres ayant fait leurs preuves, difficile de mal raconter ces histoires. Pourtant, on aurait déjà dû s'en rendre compte dès Watchmen. Avec Watchmen, Snyder crée un petit exploit, à savoir copier case par case l'œuvre d'origine tout en racontant l'extrême opposé. Là où Alan Moore veut déconstruire le symbole des super-héros pour souligner la violence autoritariste qui s'en dégage, Snyder veut faire du Snyder, des images techniquement superbes mais narrativement à l'ouest. C'est ainsi qu'il se retrouve à iconiser Rorschach au lieu de montrer ce qu'il est selon l'auteur Alan Moore, un homme détestable et violent. Toujours déçu par la manière dont il a été adapté, Alan Moore déclarera d'ailleurs quelques années plus tard « J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas retenu de Watchmen et V pour Vendetta les techniques de narration, le sens du récit, ce qui me semblait être le plus important. Ils se sont concentrés sur la violence et le sexe. » C'est exactement ce que fait Snyder. Il esthétise la violence d'une œuvre censée la présenter sous son jour le plus froid et déshumanisant. Il transforme les souvenirs traumatisants du Docteur Manhattan en un flashback épique soulevé par une musique grandiose. Là encore, difficile d'aller plus à l'opposé du sens initial voulu par Alan Moore. Et c'est bien là que se trouve tout le cœur du problème que j'ai avec le cinéma de Zack Snyder. C'est un technicien brillant qui continue de jouer à la chasse au plan iconique comme s'il tournait encore des clips de 3 heures. Le problème, c'est que contrairement à d'autres cinéastes venus de la publicité, comme David Fincher par exemple, il n'a pas appris à conjuguer sa quête esthétique avec une véritable narration de cinéma. Sucker Punch incarne tout ça. C'est l'histoire d'un clip passionnant et ultra ludique qui se prend pour une grande œuvre sociopolitique bien plus brillante qu'elle ne l'est. L'histoire d'un scénario qui se rêve du niveau de complexité des sœurs Wachowski alors qu'il se contredit lui-même en permanence.
Et malgré tout ça, j'ai encore beaucoup de sympathie pour le film. Peut-être parce que, quoi qu'on puisse lui reprocher, Snyder a au moins apporté sa patte, son style. Et au final, je préférerais toujours un cinéaste qui ne réussit pas ce qu'il tente, plutôt qu'un cinéaste qui ne tente rien. En espérant qu'il s'entoure de meilleurs scénaristes, j'ai tout de même hâte de voir ce que Snyder nous réserve à l'avenir, et de voir s'il parviendra un jour à trouver un certain équilibre entre son style outrancier et son ambition visuelle. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez de Sucker Punch. Comme toujours, dès qu'on parle de Snyder, j'anticipe beaucoup de débats en commentaire, donc restez respectueux s'il vous plaît. C'est juste un film, pas la peine de s'insulter pour rien. Et n'oubliez pas de voter pour le prochain épisode entre Strange Days et The Island. On se dit à très vite.